Vous l'avez dit, hein, la plupart des financements qui sont faits par la Fondation en Afrique, c'est à but commercial. Il a notamment décidé d'importer l'idée de brevet. Il essaye d'imposer aux États l'idée qu'il faut breveter chaque nouvelle chose qu'importe la Fondation. En fait, il a une stratégie en Afrique qui est double et qui a pour objectif d'imposer les semences commerciales, les semences brevetées, les OGM. Et cette technique, en fait, elle consiste à dire de manière très hypocrite qu'il n'y a aucun problème, les semences libres et paysannes, qu'elles se développent, qu'elles continuent, mais nous, à côté, on va développer des semences commerciales. En réalité, il fait un lobbying très intense auprès des gouvernements africains. Et plus ces semences commerciales sont acceptées, en fait, dans ces pays d'Afrique, plus la réglementation devient dure et plus les semences libres, en fait, sont marginalisées. C'est-à-dire que plus vous avez de semences commerciales, plus les semences paysannes sont difficiles à faire accepter d'un point de vue réglementaire. C'est-à-dire qu'en fait, il essaye d'écraser avec une arme juridique les semences libres. Et la deuxième stratégie qu'il emploie en Afrique, et on l'a vu notamment au Malawi, c'est que sa fondation, prétendant aider en fait les petits distributeurs de graines, va en fait les former à la vente de graines commerciales et faire augmenter la proportion de graines, et notamment Monsanto, vendues dans ces endroits-là. Et ça, on le voit, je vais dire chiffre à l'appui, il fait augmenter le chiffre d'affaires de Monsanto dans ces pays-là, quoi. Alors vous dites aussi que ce qui fait qu'il est autant acclamé par les médias, c'est la mainmise qu'il peut avoir sur eux à travers l'argent implanté aussi dans les médias. Moi, ce qui m'a vraiment surpris au début de cette enquête, c'est de voir le peu d'esprit critique qui était développé à l'encontre de Bill Gates. Ceux qui vont lire ce livre, s'ils voient ensuite le documentaire, encore une fois sous réserve de voir le reste, mais la bande-annonce laisse assez peu de doute, verront quand même qu'il y a un tel abysse entre cette image policée qui nous a été envoyée partout à travers le monde et la réalité. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait réagir. effectivement, je me suis posé la question de savoir, mais comment est-ce qu'il est parvenu ? Il y a quand même un moment qui est vraiment très surprenant. C'est-à-dire qu'à la fin des années 90, en 98, il a été attaqué par le gouvernement américain parce qu'il utilisait des abus de position dominante pour imposer en fait son logiciel Internet Explorer et pour mettre Netscape de côté. Et pour ça, il a eu des pratiques très violentes à l'égard d'autres entreprises. Et ça, quand on est attaqué par le gouvernement américain parce qu'on en fait trop pour le capitalisme, c'est quand même qu'on va vraiment très très loin dans l'aspect sauvage du capitalisme. Mais ça a été un procès. Ici, en fait, on est passé un peu à côté. Et c'est pour ça aussi qu'il y a encore cette image édulcorée de Bill Gates. Et là-bas, en fait, ça a été retransmis partout. Et les gens suivaient. Ils étaient devant leur télé et ils voyaient Bill Gates face au juge. Et il y a eu de grands silences très éloquents de Bill Gates parce qu'il y a un moment, on a beau être un génie, un surdoué, lorsqu'on est pris la main dans le pot de confiture, on ne peut plus répondre. Et donc, là où je veux en venir, c'est que ça se passait en 98. Donc, Bill Gates avait cette image en fait de prédateur économique qu'il était et qu'il est toujours. Et en 2000, il devient l'homme le plus généreux du monde. Et il fait la couverture de grands magazines américains, etc. On dit « Waouh, c'est incroyable, il va donner toute sa fortune ». Donc on a vu que ce n'était pas vrai déjà au début de cette interview. Et donc moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est comment c'est possible de faire un inversement d'image à ce point-là et de le faire aussi vite. Bill Gates s'est servi de plusieurs choses, mais je crois que la chose la plus intéressante à analyser, en fait, c'est l'autocensure. C'est-à-dire qu'il distribue tellement d'argent que quand les problèmes sont là, on les tait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Il faut savoir aussi que dans la fondation Bill et Melinda Gates, il y a un budget communication qui est carrément colossal, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la fondation est aussi puissante qu'un pays, par exemple? Elle est plus puissante que beaucoup de pays, en réalité. Bill Gates, en tout cas, pour ne pas le confondre avec sa fondation, Bill Gates est plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire que
quand c'est ça, c'est-à-dire que le continent est un terrain de jeu, quoi, hein, pour lui. Dans bien des domaines, et notamment santé, agriculture, le budget de la Fondation est devant le budget d'aide de bien des pays. Et ça, en fait, on en constate les effets, notamment à l'OMS, où étant l'un des plus gros donateurs, il a aussi la main sur des décisions vraiment importantes. L'Organisation mondiale de la santé. Voilà, sur des décisions importantes et sur des axes stratégiques qui sont pris par l'OMS. Donc, ça signifie un problème démocratique. Cette pratique du philanthrocapitalisme permet en fait à un multimilliardaire de prendre la main sur des questions telles que l'environnement, la protection de l'environnement et la santé. Est-ce qu'on pourra l'arrêter un jour ? J'espère. J'espère, mais je pense qu'il profite d'une sorte de vide juridique. C'est-à-dire que quand vous avez une fondation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles, qui ne le seraient pas si le budget était soumis à d'autres institutions et davantage en tout cas aux citoyens. Donc c'est vraiment à nous, en tout cas, de nous protéger de lui, quoi. Merci Lionel Astruc. Je rappelle donc votre livre « L'art de la fausse générosité » sur la fondation Bill et Melinda Gates. Merci. Au revoir.